Certains symboles traversent le temps sans jamais révéler tous leurs secrets. Beaucoup se cachent dans le tarot de Marseille. Je suis Nathalie, fondatrice de la Tarot Academy by chez Luna, et je t'invite aujourd'hui à découvrir un nouveau mystère. Imagine que tu franchisses le seuil d'une petite pièce de pierre, quelque part dans une ancienne cité du bassin méditerranéen. Les murs sont nus, aucune décoration, aucun objet précieux. Seule une lampe à huile éclaire faiblement l'espace. Au centre repose une table de bois, et dessus, il n'y a qu'un disque noir, parfaitement poli. Au premier regard, tu pourrais croire à une simple pierre. Pourtant, celui qui la tient entre ses mains ne la regarde pas comme un objet. Il la contemple comme une porte. Cette pierre est un miroir d'obsidienne. Depuis des millénaires, l'être humain cherche à voir ce qui lui échappe. Il interroge les étoiles, les songes, les mouvements des oiseaux, les entrailles des animaux, les flammes d'un feu sacré ou les rides d'une eau tranquille. Parmi toutes ces pratiques anciennes, il existe un art aujourd'hui presque oublié, la captotromancie. C'est la divination par les miroirs. Les miroirs d'obsidienne comptaient parmi les plus fascinants. Alors pourquoi choisir une pierre noire plutôt qu'un miroir brillant? La réponse est peut-être plus profonde qu'il n'y paraît. Un miroir ordinaire renvoie immédiatement notre visage. Il nous confirme ce que nous savons déjà de nous-mêmes. Il reflète notre apparence. Le miroir noir fait exactement l'inverse. Il absorbe la lumière, il efface progressivement les contours. Au bout de quelques instants, le regard cesse de rencontrer son propre reflet. Les détails disparaissent, les incertitudes aussi. Et c'est précisément ce vide qui intéressait les anciens. Ils ne cherchaient pas à observer leur visage, ils cherchaient à faire taire le bruit du monde. Aujourd'hui, nous avons tendance à imaginer les devins comme des personnages capables de prédire l'avenir avec précision. Les traditions anciennes racontent pourtant une histoire beaucoup plus subtile. Le miroir n'était pas une machine à fabriquer des prophéties. C'était un outil destiné à transformer celui qui regardait. Pendant de longues minutes, parfois durant plusieurs heures, le praticien fixait la surface sombre sans rien attendre. Peu à peu, les pensées ralentissaient, les images mentales perdaient leur force, les préoccupations du quotidien s'effaçaient. Le miroir devenait moins un objet qu'un espace intérieur. Ce détail me touche profondément parce qu'il nous parle d'une manière de connaître qui n'a presque plus de place dans notre époque. Nous voulons comprendre immédiatement, nous voulons des réponses rapides, nous voulons tout expliquer. Les anciens savaient qu'avant d'obtenir une réponse, il fallait apprendre à regarder autrement. Cette idée m'accompagne chaque fois que j'observe la carte de la lune dans le tarot de Marseille. Curieusement, cette lame ne montre aucun miroir. Et pourtant, j'ai souvent l'impression que toute la carte en est un. Lorsqu'on regarde rapidement cette lame, notre attention est attirée par les deux animaux, par l'écrevisse qui sort de l'eau, ou par les deux tours dressées de part et d'autre du paysage. Mais si on prend le temps de ralentir, un autre détail apparaît. Le véritable centre de la carte, ce n'est pas l'écrevisse. Ce n'est peut-être même pas la lune, c'est plutôt le regard. Le visage lunaire domine toute la scène sans réellement intervenir. Il éclaire sans imposer, il révèle sans parler, comme un miroir silencieux. Il est fascinant de constater que la lune ne produit jamais sa propre lumière, elle reflète celle du soleil. Voilà une différence essentielle, parce que le soleil rayonne, la lune réfléchit. Le soleil affirme, la lune accueille. Le soleil éclaire ce qui est visible, la lune révèle ce qui demeure caché.
Ce n'est sans doute pas un hasard si, dans de nombreuses traditions, elle est associée à l'intuition, au rêve, à l'imagination, à la mémoire profonde et au mouvement de l'inconscient. Elle nous invite moins à conquérir qu'à écouter, moins à expliquer qu'à ressentir. Et c'est exactement ce que fait le miroir noir. Il n'apportait aucune lumière supplémentaire, il utilisait l'obscurité. Cette idée peut sembler étrange, nous avons appris à associer la lumière à la vérité et l'obscurité à l'erreur. Pourtant, lorsque tu fermes les yeux, ce n'est pas parce que tu refuses de voir, c'est souvent parce que tu cherches à voir autrement. La nuit fonctionne de la même manière. Lorsque le soleil disparaît, d'autres réalités deviennent perceptibles. Les étoiles apparaissent, les bruits changent, les odeurs deviennent plus présentes. Notre attention cesse de courir dans toutes les directions. L'obscurité n'efface pas le monde, elle change simplement notre manière de le percevoir. Les anciens avaient parfaitement compris cela. L'obsidienne elle-même est une pierre étonnante. Née du feu des volcans, elle est pourtant noire comme la nuit. Elle réunit deux contraintes, le feu qui l'a créée, l'obscurité qu'elle manifeste. Et moi j'aime beaucoup cette image. Elle nous rappelle que certaines lumières naissent précisément de ce que nous traversons de plus sombre. La lune d'ailleurs raconte quelque chose de semblable. Observe les deux tours qui encadrent le paysage. On les décrit souvent comme une frontière. Je préfère les regarder comme un seuil. Entre elles serpente un chemin. Il ne mène pas directement vers un palais, il ne conduit pas vers une récompense. Il disparaît à l'horizon. Autrement dit, la carte refuse de nous montrer la destination. Elle nous demande simplement d'accepter le voyage. Cette manière de procéder ressemble beaucoup aux anciens parcours initiatiques. On ne révélait jamais toute la vérité au premier jour. On avançait étape par étape. Chaque réponse faisait naître une nouvelle question. Chaque porte franchie ouvrait une nouvelle porte. Le miroir noir fonctionnait exactement ainsi. Celui qui s'asseyait devant lui ne recevait pas une vérité toute faite, il recevait d'abord ses propres projections, ses peurs, ses attentes, ses désirs, ses souvenirs. Autrement dit, le miroir commençait par lui montrer ce qu'il portait déjà en lui. C'est seulement lorsque ces images perdaient leur emprise qu'un autre regard devenait possible. Et je crois que c'est précisément ce que raconte discrètement la lune. Regarde l'eau en bas de la carte, elle paraît calme, pourtant une écrevisse en émerge. Pourquoi une écrevisse ? Parce qu'elle vit cachée ? Parce qu'elle avance de façon inhabituelle ? Parce qu'elle grandit en abandonnant régulièrement son ancienne carapace ? Quelle magnifique image ici de notre évolution intérieure. Nous avançons rarement en ligne droite. Nous faisons parfois un pas en avant, puis un pas en arrière. Nous croyons revenir au point de départ alors que quelque chose en profondeur est déjà en train de changer. La lune nous rappelle que la transformation ressemble davantage à une marée qu'à une autoroute. Elle avance, elle recule, puis elle revient. Les anciens alchimistes avaient d'ailleurs associé cette étape à un travail de transformation intérieure où les peurs devaient être reconnues avant d'être dépassées. C'est probablement pour cette raison que tant de personnes redoutent cette lame lorsqu'elle sort dans un tirage. Elles y voient les illusions, les doutes, les inquiétudes. Tout cela est vrai, oui, mais ce n'est qu'une partie de son enseignement. Une illusion n'est pas seulement une erreur, c'est aussi une invitation à regarder plus profondément. Chaque fois qu'une certitude tombe, une place se libère. Et c'est souvent dans cet espace vide que l'intuition commence enfin à parler. Et je trouve cette idée extraordinairement actuelle. Nous vivons entourés d'écrans, ils reflètent en permanence notre image, nos opinions, nos habitudes, nos préférences. Les anciens, eux, recherchaient exactement l'inverse.
ils voulaient un miroir qui ne leur rende pas leur propre visage. Ils cherchaient un silence. Peut-être est-ce là le véritable pouvoir du miroir noir, non pas de montrer davantage, mais de montrer moins, jusqu'à ce que l'essentiel apparaisse. Cette approche change aussi notre manière de regarder le tarot. On demande souvent à une carte de répondre à une question. Mais peut-être faudrait-il parfois commencer par une autre démarche. Accepter de rester quelques minutes devant une lame, sans chercher une signification, sans consulter un livre, sans vouloir absolument comprendre, simplement regarder, observer les couleurs, les gestes, les directions, les espaces. Laisser la carte agir comme le faisait autrefois un miroir d'obsidienne. Non pas pour te dire quoi penser, mais pour t'aider à entendre ce que tu savais déjà sans parvenir à le formuler. C'est peut-être cela finalement que les anciens quartiers ont glissé dans cette lame. Ils n'ont jamais dessiné ni miroir ni cristal. Ils ont créé une image entière capable de devenir un miroir. Non pas un miroir du visage, mais un miroir de la conscience. Alors la prochaine fois que tu ouvriras ton tarot de Marseille, arrête-toi quelques instants devant la lune. Ne cherche pas immédiatement sa signification. Laisse simplement son regard rencontrer le tien. Comme devant un miroir noir, accepte de ne rien attendre. Tu découvriras peut-être que les réponses les plus précieuses ne surgissent jamais dans le bruit des certitudes. Elles apparaissent lentement, presque timidement, lorsque le reflet de notre propre ego commence enfin à s'effacer. Et c'est peut-être là que commence le plus beau des voyages, celui où l'on cesse de vouloir voir l'avenir pour apprendre enfin à regarder l'invisible.